En ligne avec nous, Madame Aliza Binoun. Aliza Binoun, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci infiniment d'être avec nous en ce jour un peu particulier puisque nous allons nous dire plein de choses gentilles en fin d'interview. Nous allons peut-être commencer par la dure réalité des choses, c'est-à-dire l'actualité. Vous l'avez entendu, nous avons évidemment parlé de l'ONU, de ce qui s'est dit à l'ONU, et on a un peu la sensation, Aliza Binoun, qu'il y a d'une part les États-Unis et Israël qui dénoncent l'accord signé avec l'Iran et de l'autre côté la France, Emmanuel Macron en tête, et finalement un peu le reste du monde qui dit il vaut mieux un accord peut-être pas extraordinaire, il vaut mieux respecter un accord peut-être pas extraordinaire plutôt que rien du tout. Quelle est votre position? La position que Benjamin Netanyahu a exprimée hier à l'ONU n'est pas une nouvelle position. Ça, c'est la position officielle israélienne depuis longtemps. Israël s'est opposé à cet accord même il y a 2 ans lorsque on était en verge de signer cet accord. Parce que pour Israël, l'Iran est une menace et le ministre de la Défense israélienne, Avigdor Lieberman, s'est exprimé il y a une semaine en disant que ça c'est la plus grande menace qu'Israël et dont Israël doit faire face. Et l'Iran est un pays qui est très, très problématique par rapport à Israël dans en ce qui concerne le dossier nucléaire que vous avez mentionné et aussi en ce qui concerne leur engagement par rapport au terrorisme contre Israël et pas seulement contre Israël. C'est un pays qui vraiment travaille ou promeut l'instabilité de la région. Pour Israël, le dossier iranien est un dossier qui est très, encore une fois, inquiétant. Le fait qu'il y a des clauses là-bas, dans cet accord, selon lequel, dans quelques années, l'accord ne sera valide, c'est très, très inquiétant parce que ça veut dire que cet accord est temporaire. Et la question que soulève est qu'est-ce qui va arriver après que l'accord se termine. Pour Israël, l'Iran, d'un côté, est acquis la légitimité internationale parce que cet accord existe. On peut voir le renforcement des liens économiques, commerciaux entre l'Europe et l'Iran. Et de l'autre côté, l'Iran continue et s'engager par rapport à la d'équilibre du région. Alors, Et c'est il est très, vrai très, très problématique. pardon, il est vrai que le Hezbollah tient un rôle qui est extrêmement important et qui inquiète Israël. On apprenait par exemple que l'armée israélienne avait intercepté un drone du Hezbollah libanais de fabrication iranienne. Il y a une véritable volonté, on le voit en tout cas de l'Iran, de pousser à bout, d'exaspérer les Israéliens avec ces actions du Hezbollah. Le Hezbollah possède 100 000, plus que 100 000 missiles dont le cible est Israël. Le chef de Hezbollah, Nasrallah, s'exprime sur une base régulière contre Israël. Il menace Israël, il n'accepte pas l'existence d'Israël. Et c'est très, très connu que le Hezbollah est soutenu par l'Iran depuis déjà beaucoup d'années. Et ils sont en train de se renforcer. Ils ont accumulé une expérience par rapport à leur engagement en Syrie. Et ils sont soutenus par la finance et par le savoir-faire iranien. Et ils deviennent de plus en plus une armée. Il ne s'agit pas que d'une organisation terroriste. C'est vraiment une petite armée qui est en train de se construire sur notre frontière du Nord. Et ça, c'est très, très problématique pour Israël, c'est très inquiétant pour Israël. Et le renforcement iranien, en général, en Syrie, en Irak, et leur action contre les pays modérés du Golfe, et au Yémen, en Libye, et dans la bande de Gaza, les liens entre l'Iran et le Hamas se sont renforcés la dernière année. C'est une situation qu'Israël ne peut pas supporter. C'est une situation menaçante vis-à-vis d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle Israël voit tout le dossier iranien, si vous voulez, pas que à travers le dossier nucléaire. C'est beaucoup plus que cela. Est-ce que il y a une relation de cause à effet entre le fait que Israël a inauguré avec son allié américain une base de défense aérienne conjointe, la première sur le territoire israélien? Les liens militaires entre Israël et les États-Unis sont de très bons liens. Les relations sont des relations historiques. Et il faut voir ces liens, il faut voir ce développement
à travers la situation qui existe aujourd'hui et au Moyen-Orient et le fait qu'Israël doit faire face aux défis dont je viens de parler. Il ne s'agit pas que de ces défis. Il y a des autres défis aussi. Mais celui sont les plus grands défis auxquels Israël doit faire face. Donald Trump a un peu étonné tout le monde lorsqu'il a reçu Binyamin Netanyahou et qu'il a dit finalement un accord avec les Palestiniens, un accord israélo-palestinien est tout à fait possible. Et là où les autres finalement se sont un peu cassés les dents, nous allons tout faire et nous allons y parvenir, j'en suis convaincu. Et Binyamin Netanyahou a répondu une phrase évidemment qui a aussi un peu intrigué. Il a dit que les relations avec les États-Unis n'avaient jamais été aussi bonnes et aussi fortes pour tout ce qui se voit et pour tout ce qui ne se voit pas. Alors, je ne vais pas demander à la diplomate que vous êtes de nous dire ce qui ne se voit pas, mais est-ce que ça veut dire qu'il y aurait des tractations avec toutes les franges palestiniennes et que finalement il y a des avancées qu'on ne saurait pas? On peut voir depuis déjà quelques mois, dès que cette administration nouvelle américaine est après le pouvoir, que les émissaires américains se rendent sur une base régulière en Israël et dans l'autorité palestinienne pour essayer d'avancer le dialogue entre Israël et Palestiniens. Et ce n'est pas une nouvelle que Netanyahu a tendu la main depuis quelques années déjà à Mahmoud Abbas et en l'appelant de venir ce soir autour de la table de négociation et commencer un dialogue. Et alors la volonté israélienne existait toujours, pas d'ailleurs que vis-à-vis les Palestiniens. Israël a montré cela lorsqu'il a signé l'accord de paix avec l'Égypte, avec la Jordanie. C'est une politique, une position israélienne de parvenir à la paix en général. Maintenant, lorsque les Américains sont impliqués, il y a les visites régulières des émissaires américains, et il y a la volonté d'Israël de parvenir à la paix. Je pense qu'il s'agit de cela. Il faut espérer que ce sera aussi la position palestinienne, ce qui n'est pas du tout clair jusqu'aujourd'hui, parce que c'est Mahmoud Abbas qui refuse, c'est Mahmoud Abbas qui est engagé par la incitation contre Israël, et c'est Mahmoud Abbas qui promeut une politique très très négative par rapport à Israël dans le cadre de la communauté internationale, y compris les organisations internationales. On pouvait voir cela par rapport à la vote à l'UNESCO et aussi ailleurs. Et malheureusement, ça c'est la situation qui existe aujourd'hui sur place. Vous parlez de Mahmoud Abbas, il y a aussi le Hamas, évidemment. On sent une sorte de rapprochement. Alors, c'est le énième, hein, ça fait un certain temps qu'on nous promet finalement la réconciliation de ce que les médias appellent les deux frères ennemis, le Hamas et le Fatah. La dernière négociation semble un tout petit peu plus sérieuse que les autres. Est-ce que finalement, ça serait pas plus facile pour Israël de négocier avec une seule partie palestinienne, c'est-à-dire une sorte d'union entre le Hamas et le Fatah? Comme je viens de dire, Israël est prêt de négocier avec tous les pays, avec tout le monde qui accepte Israël. Et Israël a montré cette position et cette volonté dans le passé et c'est valide aujourd'hui. Le problème est que les relations entre Mahmoud Abbas et le banc de Gaza n'est pas nécessairement trop pertinent pour Israël parce que Israël a tendu la main à Mahmoud Abbas de commencer une négociation, même quand il y avait une rupture, un écart entre Mahmoud Abbas et les Palestiniens dans la bande de Gaza. Maintenant, oui, il y a un effort de rapprochement entre ces deux entités. Et on a vu cela déjà plusieurs fois, en plusieurs reprises, et dans le passé, rien n'est arrivé. Mais en ce qui concerne Israël, tout d'abord, il faut accentuer, souligner et rappeler que le Hamas est une entité qui ne reconnaît pas Israël, qui ne veut pas renoncer à la violence et le terrorisme contre Israël, et qui est engagée d'une manière concrète contre Israël. Alors, je pense que il faut être très très conscient de cette situation et prendre en compte qu'Israël a la volonté, encore une fois, de discuter, d'avancer la paix avec tous les pays qui ont cette volonté. On va voir comment ces négociations évoluent. On a déjà vu
ces efforts au cours des années et rien n'est arrivé. On va terminer cet entretien en ce qui concerne la politique étrangère israélienne avec l'Égypte, puisque le président Sisi a fait une déclaration à l'ONU, une déclaration qui a marqué là encore les esprits, où finalement il a appelé les Israéliens et les Palestiniens à s'accepter les uns des autres. C'est assez rare comme ça qu'un président, notamment égyptien, très ouvertement finalement prône ce rapprochement. Est-ce que ça veut dire que les liens entre l'Égypte et Israël sont peut-être plus forts qu'on ne croit? Tout à fait. Les liens entre l'Égypte se sont renforcés au cours des dernières années, exactement parce qu'Israël et l'Égypte doivent faire face et lutter contre les mêmes éléments extrémistes, organisations extrémistes qui menacent la paix et même l'existence de ces deux pays. Et on peut voir que la coopération, par exemple, dans la bande de Gaza et au Sinaï, contre la lutte contre Daesh, a vraiment contribué à cet rapprochement. Il y a une bonne coopération dans le domaine de la sécurité entre Israël et l'Égypte. Il y a un bon entretien, on se parle. Et hier soir à l'ONU, on pouvait voir cette photo où le président égyptien Sisi et Netanyahou sourient. Et on pouvait sentir vraiment la bonne atmosphère qui existait entre les deux. Et tout à fait. Mais ce n'est pas que dans le domaine de la sécurité. Je pense qu'il y a un rapprochement qui est très, très concret, qui est très, très évident entre les deux pays, et une bonne coopération. Et la situation doit être comme ça, parce qu'il y a un accord de paix entre Israël et l'Égypte dont nous fêtons maintenant cette année et les derniers jours, 40 ans. Un de mes amis qui ne connaît pas du tout Israël lisait la presse et il voyait dans la presse qu'Israël s'était engagé à accorder aux homosexuels les mêmes droits en matière d'adoption. Et puis un tout petit peu plus loin, il lisait que les ultra-orthodoxes protestaient contre le service militaire obligatoire. Et en me regardant, il m'a dit mais qu'est-ce que c'est que cette société israélienne? Qu'est-ce que c'est que ce grand écart? Alors Aliza Binoun, qu'est-ce que c'est que cette société israélienne? C'est exactement la société israélienne. Et ça, c'est la beauté de la société israélienne, qui est une société démocratique, une société qui apprécie les valeurs humaines, les valeurs démocratiques, l'ouverture, la tolérance. Et Israël, la position d'Israël vis-à-vis la communauté LGBT a évolué au cours des années. Et on peut voir Tel Aviv, mais pas seulement Tel Aviv, mais aussi Jérusalem, qui est le cœur si vous voulez, de la spiritualité juive, oui, c'est ça. Qui symbole, oui, la culture juive et les valeurs juives, et où on peut voir des parades des homosexuels chaque année. Et oui, c'était développement dont vous venez de parler. Exactement. Moi, qu'Israël est ouverte, Israël appartient aux pays du monde qui sont des pays, encore une fois, des pays démocratiques. On partage les mêmes valeurs humaines. En ce qui concerne le service militaire, encore une fois, ce n'est pas une position nouvelle. Ça, c'était la position d'un certain groupe des religieux en Israël, mais en même temps, il faut rappeler qu'il y a beaucoup de personnes religieuses en Israël qui appartiennent à ces groupes vraiment ultra-orthodoxes qui font l'armée et le service militaire malgré l'opposition parfois de leur communauté. Et cette tendance est une tendance très très claire et très encourageante, je pense, par rapport à la communauté israélienne. Alors, il ne faut pas s'étonner. C'est exactement la beauté de la société israélienne. On peut trouver le pluralisme dont, bien sûr, la religion et la culture israélienne est connue. Et oui, nous vivons ensemble, tous ces groupes, toute cette opinion qui s'exprime. Et oui, et malgré, encore une fois, tous les problèmes et les menaces et les défis auxquels Israël doit faire face. Comment est-ce qu'on fête Rosh Hashanah en Israël? En Israël, tout d'abord, le fait qu'on se trouve en Israël, même si on fait rien, et on peut pas éviter le sentiment ou l'atmosphère de la fête. C'est comme avant Shabbat, le pays s'arrête et l'embouteillage se termine, les personnes et les gens, ils fêtent cette fête dans le cadre de la famille. C'est une fête où tout le monde se rencontre, se parle, mange
Oui, les Israéliens aiment manger et beaucoup. Et c'est une ambiance très très festive, une ambiance d'unité, de partager et encore une fois les mêmes valeurs. Et soit on est religieux ou soit on n'est pas religieux. Ça c'est le fait qu'on se trouve en Israël, on déjà comprend, on déjà sent le fait. Si vous deviez C'est une sensation que je manque. Ça c'est vraiment quelque chose de très très spécial. Si vous deviez adresser vos vœux à la communauté juive de France, qu'est-ce que vous leur diriez? Qu'est-ce que vous avez à nous souhaiter? Tout d'abord, je souhaite une très bonne année, une très bonne nouvelle année, une année de paix, une année de sécurité. J'espère qu'on se sentira en sécurité. Je souhaite beaucoup de santé, beaucoup de bonheur et que de bien, parce que c'est le point en temps quand on regarde derrière, en arrière, on tire les conclusions. C'est exactement Aseret Yemei Tshuva, c'est une période de réflexion et on espère et on peut-être même programme comment avancer, comment améliorer la vie en ce qui nous concerne personnellement, mais aussi en ce qui concerne les autres. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour les autres? Aliza Binoun, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. Et à notre tour, alors c'est assez rare quand je parle au nom de la communauté juive de France, autant vous dire, mais aujourd'hui est une exception. Donc c'est en son nom que je vais parler, que je vais vous souhaiter à vous aussi également une très belle année, une très douce année, une année de santé, une année de bonheur, une année de paix, de prospérité et de courage pour la mission qui est la vôtre et qui n'est pas une mission très facile tous les jours. Merci infiniment d'avoir été avec nous.